Allez, nous sommes partis pour l'information de ce mercredi 13 janvier 2021. Et nous commençons avec les titres. Arnaud Berrelot de CRDR, bonsoir. Bonsoir Royan, bonsoir à tous. Dans l'actualité de ce mercredi, la première personne vaccinée en Guyane s'appelle Eliane. À 76 ans, cette résidente de l'EHPAD Saint-Paul a reçu sa première dose du vaccin contre le Covid. Un reportage à suivre. On reviendra sur cette vidéo d'une rare violence. Un lycéen s'en prend à la machette à d'autres élèves du lycée Léopold-Hellefort à Mana. Vous entendrez les détails sur cette affaire. Et puis la direction d'Air Guyane tente d'éviter une grève. Côté calendrier, la compagnie va pouvoir programmer des vols à plus long terme. Vous entendrez Christian Marchand, le PDG de CARE, la société qui gère la compagnie locale. Et puis à la Poste, l'atmosphère est aussi tendue. Les syndicats déposent un préavis de grève. Un débrayage a été observé. On fera le point sur les revendications des salariés. Et puis enfin en justice, le ministre des Outre-mer au cœur d'une enquête pour prise illégale d'intérêt dans une affaire où à l'époque Sébastien Lecornu était président du conseil départemental de l'Eure. Les précisions dans quelques instants. Voici votre journal de 18h. Bienvenue. Et un journal de 18h également en diffusion sur le Facebook Live de Radio Pays. Vous le disiez en titre, Eliane, 76 ans, et depuis ce matin, la première vaccinée en Guyane. Cette Cayennaise vit à l'EHPAD Saint-Paul et ce matin, elle a reçu la toute première injection du vaccin Pfizer BioNTech réalisé dans le territoire. Une injection qui suit les préconisations du gouvernement qui souhaite que les résidents des EHPAD et le personnel soient prioritaires pour recevoir les doses. Reportage Florian Royer et Clément Buzalka. Eliane, effectivement, faisait partie des personnes qui réfléchissaient dans un premier temps. En sa qualité de présidente du Conseil de la vie sociale, je pense qu'elle a voulu effectivement se mettre en avant puisque c'est elle quand même qui représente les résidents de par cette instance. Et je pense qu'effectivement, elle a déjà été médiatisée auparavant et ça ne lui a pas du tout posé problème de le refaire aujourd'hui devant les caméras. Cette campagne de sensibilisation pourrait montrer l'exemple et attirer les jours à venir d'autres volontaires à la vaccination. Aujourd'hui, nous avons donc déjà 10 personnes qui vont se faire vacciner. Nous avons aussi programmé d'autres vaccinations pour demain et pour lundi également. Voilà, donc une réaction recueillie par Florian Royer. On fait le point épidémiologique comme chaque jour. 156 cas déclarés positifs au Covid ce mercredi sur 1200 tests réalisés. Avec 67 cas, l'île de Cayenne reste le secteur le plus touché. Et puis le virus réapparaît dans certaines communes comme à Irakubo, Montsinéry, Roura ou encore à Regina. Du côté des hospitalisations, 32 patients sont hospitalisés et c'est 4 de plus qu'hier. Et 4 patients sont en réanimation. Et puis enfin, on le rappelle, 74 personnes sont malheureusement décédées du Covid-19 en Guyane depuis le début de l'épidémie. Et on revient sur cette agression à la machette en plein lycée. Oui, les faits se sont produits hier matin au lycée de Mana et les images de cette attaque au sabre ont été largement relayées sur les réseaux sociaux. Clément Buzalka, selon nos informations, il s'agirait d'un élève du lycée qui s'en serait pris à des camarades. On l'écoute. Tout part d'une dispute entre plusieurs élèves. Hier matin, dans le lycée Léopold-Hellefort de Mana, le ton monte après un litige entre quelques garçons. À la récréation, l'un d'eux quitte l'établissement, puis revient peu après avec une machette dans son sac à dos. Très rapidement, le jeune élève sort son arme et s'en prend à plusieurs de ses camarades. 2 seront touchés, l'un au bras, le deuxième à la main. Après une course-poursuite dans le bâtiment, l'agresseur est maîtrisé par des surveillants du lycée. Il sera remis aux gendarmes arrivés sur les lieux et placé en garde à vue. Pendant ce temps, l'infirmière du lycée a pratiqué des premiers soins aux blessés. L'un des élèves atteint par des coups de sabre a été opéré au choc dans l'après-midi. Notez que les gendarmes ont maintenu un dispositif de surveillance aux abords du lycée de Mana toute la journée pour dissuader d'éventuelles représailles. Merci Clément Buzalka pour ces précisions. Dramatique accident, une fillette se noie à Macouria. Une enfant de 4 ans s'est noyée hier dans un canal au quartier Sainte-Agathe à Tonat. Vers 18h, la fillette aurait échappé à la vigilance de ses parents, prise en charge sur place par le SMUR, puis évacuée au centre hospitalier de Cayenne. Le décès a été constaté sur place par les médecins. Des témoins ont été entendus hier soir. Une enquête a été ouverte par la gendarmerie de Macouria.
Et dans le reste de l'actualité, la Guyane perd un grand footballeur. Oui, Maurice Otramfo s'en est allé ce mercredi matin à l'âge de 61 ans. Il avait notamment joué avec l'AS Javoué au club colonial et en tant que capitaine de la sélection de Guyane. Ses qualités physiques et techniques lui avaient valu le surnom à l'époque de l'artiste dans le monde du foot guyanais. La direction d'Air Guyane tente d'éviter une grève. Le climat social est tendu entre la direction et le personnel de la compagnie. Si les salariés en souffrance ont été payés selon les premiers, les seconds dénoncent toujours des conditions de travail inadaptées. Depuis le débrayage de la semaine dernière, tous les vols ont été assurés. Presque tout le monde a pu regagner son domicile. Côté calendrier, Air Guyane y voit un peu plus clair depuis le renouvellement de la délégation de service public et va pouvoir programmer des vols à plus long terme. Christian Marchand, PDG de CAIR, la société qui gère Air Guyane, on l'écoute. Ce que je peux vous annoncer, c'est qu'à partir du 1er février, si nous arrivons à trouver une entente avec notre personnel, et je vous assure, j'ai vraiment tout fait pour aplanir les choses et pour arrondir les angles. En principe, à partir du 1er février, Air Guyane devrait avoir une activité normale ou normalisée, puisque l'aéroport Félix Éboué, depuis le 15 décembre, a réouvert normalement, en espérant que les choses s'arrangent au fur et à mesure, en espérant que le Covid ne donne pas encore une surprise et qu'on ne soit pas obligé de nous arrêter. Donc en février, l'activité d'Air Guyane est prévue de revenir à sa normalité parce que nous avons une visibilité pour 5 ans et que là, nous pouvons désormais non plus naviguer à vue, si vous permettez, mais naviguer aux instruments. Une nouvelle rencontre entre direction et personnel est prévue demain jeudi pour confronter une nouvelle fois les points de vue. Et tension également avec les salariés de la Poste qui lancent un préavis de grève. Depuis plusieurs mois, les syndicats de postiers dénoncent un manque de dialogue social avec les managers. Dernièrement, des salariés ont demandé une régularisation du salaire sur des heures supplémentaires, mais ils n'ont pas été reçus par la direction. Et leur débrayage est puni par le groupe qui a décidé de retirer 2 jours de paye aux syndicalistes, alors que les agents ont déposé un préavis de grève à partir de ce mercredi. Christophe Quindou, postier au service courrier à Baduel, revient sur ce qui a poussé les syndicats à débrayer. Pourquoi ? Parce que les agents, depuis novembre, ils n'ont pas été payés de leurs heures supplémentaires. Donc ils ont fait un mouvement d'humeur. Une première journée, ils ont demandé à ce que la direction les reçoive. Refus de la direction de les recevoir. Donc ils ont fait une deuxième journée. Ils étaient sur leur position de travail, mais ils n'ont pas travaillé. Donc aujourd'hui, la Poste ne veut pas payer ces 2 jours-là. Alors que le mouvement d'humeur, il a été fait parce que depuis novembre, et depuis des années même, ça dure. On parle de salaire, les gens ils ont des besoins. Au bout d'un moment, ils demandent à avoir une réponse claire de la part de la direction, qui eux refusent le dialogue social. Donc une première journée, une deuxième journée, qui fait qu'on en est arrivé là. Voilà. Et jusqu'à présent, on n'a toujours pas, ils nous ont reçus, mais on n'a pas gagné de cause jusqu'à présent. Enfin, je veux dire, voilà, ils nous ont pas donné des réponses claires pour nous dire, bon ben voilà, on va arranger telle chose ou telle chose. Christophe Quindou, postier à la Poste de Baduel, il répondait à Clément Buzalka. Sébastien Lecornu est au cœur d'une enquête pour prise illégale d'intérêt. Oui, une enquête préliminaire qui vise le ministre des Outre-mer pour ses activités précédentes. Il était alors président du conseil départemental de l'Eure et se serait servi de son poste de président pour favoriser les intérêts d'une société d'autoroute. Les précisions, Florian Royer. L'enquête débute en réalité en 2019, après un courrier adressé au parquet national financier. Un courrier anonyme, dit le quotidien Libération, d'un banquier des collectivités locales reconverti depuis dans l'énergie. Il affirme que dans sa déclaration à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, Sébastien Lecornu confirme avoir touché entre juillet 2016 et juin 2017 7 874 € bruts comme administrateur de la SAPN, la Société des autoroutes Paris-Normandie, alors qu'il était au même moment président du département de l'Eure. Ce qui est reproché au ministre des Outre-mer, c'est de s'être servi de cette double casquette pour favoriser les intérêts de la SAPN, société à laquelle l'État a confié la gestion des autoroutes de Normandie et qui a obtenu, durant cette période, l'approbation de plusieurs délibérations de la collectivité, au moins 4, dit le Canard enchaîné, 5 selon Libération. De son côté, le cabinet du ministre se défend en indiquant que ce mandat a été exercé de façon totalement transparente. Les départements du Calvados, de la Seine-Maritime et de l'Eure sont actionnaires minoritaires de la SAPN et donc participent à l'Assemblée générale. Sébastien Lecornu aurait tout simplement poursuivi une pratique historique
On en saura plus à l'issue de l'enquête ouverte aujourd'hui, confiée à l'Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales. Merci Florian Royer pour ces explications. Et puis on termine avec une information foot. On connaîtra ce soir le nom du club martiniquais qui affrontera l'US Sinamari le 31 janvier prochain dans le cadre des 32e de finale de la Coupe de France. Le club franciscain et le RC Lorrain se rencontrent ce soir au stade Pierre Aliquer à Fort-de-France. Merci beaucoup Arnaud Berry. LOL-CRDR, le prochain point de l'information, ça sera demain dans les matinales des 5h avec Victor Zamit. Le retour d'Edmedoudi à 13h. Quant à vous, vous êtes là dans ce même studio à 18h. Merci, une très belle soirée à l'écoute de Radio Pays.